Rentable, fiable, innovant, 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 innovant. Ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Dans vos poches. Bonjour et bienvenue à l'épisode 8 de Dans vos poches. Francis Gosselin à l'animation, ravi d'être avec vous. Évidemment, on parle d'actualité économique, on parle d'actualité financière. Avez-vous vu ça? Un texte notamment que j'ai écrit, mais qui s'inspirait d'une étude de Cooperators qui montre qu'en fait, les gens qui ont un faible niveau de littératie économique, malheureusement, sont doublement pénalisés. Dans un premier temps, évidemment, ça fait en sorte qu'ils sont parfois moins conscients des allocations auxquelles ils ont droit, des produits financiers qu'ils devraient retenir. Ils mettent moins d'argent de côté, ils sont moins prêts pour la retraite. Mais ce que montre l'étude, en fait, c'est qu'en plus, les gens qui ont un faible niveau de compréhension de l'économie et des finances sont aussi plus à risque de se faire avoir dans des arnaques. Et Dieu sait qu'il y en a des arnaques de nos jours. Moins donc aptes à reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux, un bon conseil, un mauvais conseil. Il y a beaucoup d'organismes, d'individus, parfois malveillants, qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent différentes plateformes pour communiquer des informations carrément erronées pour vous attirer dans des sortes de guet-apens où il va y avoir peut-être une belle opportunité de multiplier son argent et dans les faits, l'argent va disparaître. Donc, évidemment, comme une double peine, et je trouve ça intéressant. Dans la foulée, une autre étude là, qui m'est tombée sous la main de l'Autorité des marchés financiers cette fois-ci, qui montre qu'en fait, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée par les Québécois pour obtenir des conseils financiers. J'ai fait un petit statut là-dessus, puis ça m'a bien interpellé, ça a généré toute une conversation là, sur les médias sociaux. Évidemment, beaucoup de gens qui disaient effectivement, il faut faire très attention. L'intelligence artificielle s'inspire de ce qu'on trouve sur le web et ce qu'on trouve sur le web, c'est parfois erroné. Par contre, quelqu'un qui est un scientifique qui a fait des études et des recherches en la matière disait qu'en fait, les gens qui utilisent l'IA pour obtenir des conseils financiers sont souvent plus à même d'assouvir une certaine curiosité, de commencer un dialogue avec un chatbot, une machine, mais qu'ultimement, souvent, ça accélère la littératie financière. Ça évite l'espèce de sentiment parfois de gêne, de je ne comprends pas les finances et donc j'ose pas demander à quelqu'un parce que je maîtrise pas les codes, je maîtrise pas le langage. Donc la machine, elle est un petit peu plus neutre. Donc ultimement, il y a aussi des bienfaits donc à l'utilisation de l'IA. La seule chose que je dirais là-dessus, puis que ces experts disent également, c'est qu'en fait, oui, peut-être utiliser ces outils-là, mais de grâce, vérifier l'information, soit avec une institution financière, un conseiller en sécurité financière approuvé par l'AMF, un planificateur financier. Ne vous en tenez pas qu'à cette source d'information. Il y a aussi évidemment les médias d'information. Je pense qu'ils, en matière de finances, font un travail louable et donc, encore une fois, toujours avoir deux sources si possible. Le taux directeur a baissé pour une deuxième fois en autant de décisions de la Banque du Canada. De même, aux États-Unis, la Réserve fédérale a baissé son taux. C'est une bonne nouvelle. Les taux hypothécaires sont définitivement maintenant sous la barre du 4 % pour les prêts non assurés et même 3,5 % pour les prêts assurés. Donc, c'est une très bonne nouvelle. En même temps, ce que ça peut engendrer, c'est une augmentation de la valeur des propriétés. Donc, si vous êtes déjà propriétaire, si vous êtes à taux variable, si vous renégociez votre hypothèque, c'est une bonne nouvelle, du moins par rapport à ce qui était la normale il y a un an. Mais encore une fois, il faut faire très attention. Ce n'est pas, le caution pour se lancer dans la dépense. Finalement, petite information, toujours en matière d'immobilier, l'Ontario a annoncé qu'ils enlevaient la TVH sur les propriétés neuves, évidemment jusqu'à valeur de 1 million de dollars. Et donc, je suis un peu ambivalent sur la pertinence de cette mesure. Évidemment, on souhaite que les propriétés coûtent moins cher, donc en enlevant la taxe. Et en Ontario, la taxe est de 8 %. Mais vous pouvez imaginer que sur une maison de 500 000 $, c'est 40 000 $ de différence. C'est une grosse différence. Sauf que l'enjeu, évidemment, est double. Dans un premier temps, si on enlève cette taxe, qu'est-ce que ça va faire? Si ça n'engendre pas plus de mise en chantier, ça va juste faire en sorte que les prix des maisons sont momentanément plus accessibles. Ça va garrocher plein de gens sur le marché et il y a des risques que les promoteurs et les développeurs capturent une partie de la différence très rapidement. C'est-à-dire, vous sauvez 8 % votre 40 000, mais le développeur, lui, augmente le prix de 20 000. Donc, ultimement, oui, c'est un peu moins cher, mais bon, il y a une répartition de ça. La deuxième chose qui est un peu bizarre pour moi, c'est qu'imaginez que vous avez acheté votre maison il y a 6 mois. Vous êtes juste avant en bon français, le cut-off. C'était juste avant la date. Vous avez payé
8% sur votre maison de 500 000. Donc, vous avez payé 540 000. Le voisin, lui, en prend possession 3 jours plus tard, juste après la date décidée par le gouvernement de l'Ontario. Ben, lui, il aura payé 40 000 moins cher. Il y a comme une espèce d'injustice là, intergénérationnelle ou en tout cas intertemporelle entre les ménages. Puis imaginez, là, sur des maisons plus chères, là, 600, 700 jusqu'à 1 million de dollars, ça peut être des différences de 80 000 dollars entre le prix payé avant et après la date. Encore une fois, il y a matière à réflexion là, sur l'injustice que ça peut engendrer. Comme toujours, vous me connaissez, si vous m'écoutez depuis un moment, j'aurais été plus partisan d'une approche progressive. On aurait pu baisser d'1% par année sur une période de long terme et arriver peut-être en 2030 ou en 2035 à 0% de taxes. Mais là, de mettre ça tout d'un coup, d'enlever 8% de la valeur du bien le plus important que détiennent de nombreux ménages, ça me semble beaucoup. Merci d'être à l'écoute. On retrouve P.O. Zappa justement pour parler d'intelligence artificielle dans un instant. Dans vos poches. Pierre-Olivier Zappa, on a eu fin octobre, début novembre, les résultats des GAFAM, hein, puis c'est quand même assez hallucinant, les profitabilités, les revenus sont dans le plafond. Hein. Alphabet, au dernier trimestre, 102 milliards de dollars de revenus. Maudit rapport. YouTube, as-tu vu les revenus publicitaires de YouTube? 10 milliards de dollars en 3 mois seulement. Ouais. Quand on pense à la crise des médias, tous ces revenus qui allaient dans vos journaux locaux, dans vos stations de télé et de radio qui s'en vont désormais chez Alphabet, 10 milliards. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça ahurissant. Oui, tout à fait, et partiellement condamnable, mais il y a quand même de plus en plus de ces contenus télévisuels, dont nous, qui sommes sur YouTube. Et ce chiffre-là, le 10 milliards, il y en a quand même une partie importante qui est redonnée aux créateurs, aux chaînes télé. Ouais, c'est ça, importante, je l'ignore, mais une partie, effectivement. Oui, de mémoire, je me souviens plus, mais... J'ai pas de chaîne YouTube. Non, t'as pas de chaîne YouTube. Je suis pas encore un influenceur. Mais on peut regarder certains... Ah ouais? On peut regarder du P.O. Zappa sur YouTube. Absolument. Dont toi, Via Cube. En ce moment, peut-être qu'on te regarde sur YouTube. Bref, ceci dit, ça a été une semaine extraordinaire quand ces résultats ont été dévoilés. Et ça nous amène évidemment à poser la question de l'intelligence artificielle. Il y a 2 entreprises, là, j'aimerais un peu t'entendre là-dessus. Évidemment, OpenAI, ceux qui ont lancé ChatGPT, qui ont un peu parti le bal, là, honnêtement, il y a quelques années. Puis il y a NVIDIA, qui est un peu le... J'aime beaucoup l'analogie, c'est ceux qui vendent la pelle dans la course, dans la ruée vers l'or. Hein. Ils vendent l'outil de base, les microprocesseurs, les cartes graphiques nécessaires. 2 entreprises qui vont évidemment très bien l'une et l'autre. C'est quoi ton évaluation d'OpenAI? Je pense qu'ils vont dominer le monde. Ah ouais? Mais j'exagère. Je te dis ça parce que je vois les évaluations. Je vois NVIDIA, le fabricant de puces, qui dépasse les 5 000 milliards de dollars. En français, 5 billions de dollars. 5 billions. En anglais, c'est 5 trillion. Il faut maintenant apprendre à jongler. C'est la première fois de l'histoire qu'une entreprise a cette valorisation-là. Et je voudrais te faire remarquer que je le faisais plus tôt cette semaine. En 2000, la crise du dot-com, il y avait une entreprise, Cisco, qui était comme le NVIDIA de l'époque, qui fabriquait les machines, le hardware, et dont la valorisation boursière totale était 5% du PIB américain. Et on disait, ça n'a pas de maudit bon sens, une compagnie. NVIDIA, aujourd'hui, c'est pas des chiffres qu'on compare, mais juste pour donner un ordre de grandeur, c'est 16% du PIB américain. C'est incroyable. Mais j'ai comme envie de dire... Ça se pourrait que ça finisse pas si bien, non? Et quand je te dis, ces entreprises-là, je pense qu'elles vont dominer le monde. Sciemment, j'exagère, j'utilise l'hyperbole parce que j'ai l'impression que c'est ce que le marché anticipe, c'est ce que les investisseurs anticipent. Qu'il n'y aura pas de limite à leur croissance. Exactement. C'est certain que, fondamentalement, NVIDIA fait des revenus. OpenAI génère de l'argent. OpenAI qui veut se lancer en bourse d'ici la fin 2026, début 2027 et qui prévoit peut-être une évaluation à 1000 milliards de dollars. À son entrée en bourse. À son entrée en bourse. Ça a pris 3-4 décennies à Apple avant d'atteindre ce cap-là. Eux, ils disent jour 1, c'est ce qu'on va valoir. Tu t'imagines pour Microsoft qui détient 27% d'OpenAI. C'est une très, très bonne affaire. Alors, j'ai l'impression que le marché anticipe que ces joueurs technologiques vont dominer le monde et je ne sais pas trop comment ça va finir. Et c'est une incertitude qui m'habite quand je regarde la concentration du marché dans ces titres technologiques. On regarde les principaux indices à la Bourse de New York, que ce soit le S&P 500 ou le Nasdaq, qui ont surperformé cette année, qui affichent des rendements plus que positifs, mais en même temps, c'est directement lié à la performance de ces joueurs de la techno.
t'enlèves les géants de la techno, le marché, ça va pas si bien que ça. Il y a des journées en bourse où les indices sont au vert. C'est strictement lié au fait qu'NVIDIA, Apple ou Meta est affiché de bons rendements. Et ce qui me surprend là-dedans, PO, puis oui, c'est sûr que ça joue un rôle important dans l'économie d'aujourd'hui et dans nos vies, mais en même temps, je regarde juste autour de moi, ça, c'est pas OpenAI, ça, c'est pas OpenAI, ça, c'est pas OpenAI. Toi puis moi, tu sais, on... Mais tu viens de prendre ton téléphone, OK? Ouais, mais... Ben, OpenAI a quand même embauché Johnny Ive pour essayer de trouver une alternative au téléphone, ou du moins, ce qui pourrait, dans 10 ans, remplacer. Ce que je veux dire, c'est que ma voiture, c'est pas OpenAI, l'asphalte dans la rue... Ta voiture, c'est pas OpenAI, sauf que NVIDIA a une entente avec Hyundai, par exemple, pour évaluer comment l'intelligence artificielle va s'intégrer dans le véhicule. Alors, tu as raison de dire juste que quand c'est la disproportion entre tout ce qui nous entoure, qui est quand même, tu sais, plier du métal, visser des vis, fabriquer des meubles Ikea, là, tu sais, toutes nos vies se résument pas à, tu sais, oui, il peut y avoir un petit peu d'OpenAI dans tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas 50% de la valeur d'un meuble Ikea, là, l'intelligence artificielle, là, tu comprends ce que je veux dire? Absolument. C'est là où je vois qu'il y a une disproportion entre ce qu'on consomme au quotidien, des voitures, de la bouffe, tu sais, des meubles, des vêtements, puis ça, là, qui a, oui, une valeur, mais de là à dire que ça va être un jour 50% de l'économie, j'ai de la misère à me le rationaliser. Et c'est ce qui m'amène à poser la question que de plus en plus d'investisseurs se posent. Est-ce qu'on est dans une bulle de l'intelligence artificielle, comme on a vu des bulles dans certains secteurs? Je pense au cannabis il y a quelques années, le dot-com. Mais qui était beaucoup moins pire, le cannabis. Là, oui, ça fait mal à ceux qui ont... Moi, j'ai jamais été là-dedans, mais tu sais, les technos, comme tu dis, au tournant des années 2000... en même temps, les gens vont dire, au tournant des années 2000, tu avais des dot-com qui généraient pas une scène, qui avaient une idée, puis des évaluations en bourse stratosphériques. Aujourd'hui, tu as des entreprises qui ont un modèle d'affaires, qui ont de belles perspectives, mais qui génèrent déjà de l'argent. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est de voir les dépenses de capital des géants de la technologie. Ouais. Il y a eu un coup de froid sur les marchés récemment. Meta a perdu pas mal de plumes, la maison mère de Facebook et Instagram, parce qu'on regardait les résultats trimestriels et on se disait, quoi, vous dépensez autant d'argent, notamment en puces puis en intelligence artificielle? Tu sais, Google dépense 13 milliards de dollars sur un trimestre en dépenses en capital, donc surtout pour acheter des puces, avoir un parc de serveurs. Des centres de données. Exact, ça, sur 100 milliards de revenus. Donc, en grosso modo, 13-15% de ces revenus s'en vont directement en dépenses pour l'intelligence artificielle surtout. Donc, ce sont de très gros investissements. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ultimement, c'est ce qu'on verra. Et c'est ce qui est aussi particulier, c'est que contrairement, et là, je reviens à ça, à l'économie qu'on va dire un peu plus réelle, tu sais, quand une entreprise construit une usine ou s'achète une bâtisse, c'est bon pour 25-30 ans, puis à un moment donné, il faut un peu la rafistoler. Acheter des puces, dans 2 ans, dans 3 ans, ces puces-là vont valoir zéro. La Blackwell. Ça va être des vieilles puces qui ne serviront plus à grand-chose. Donc, tu sais, la dépréciation là-dessus est rapide. C'est-à-dire que tu garages des dizaines de milliards de dollars qui, dans 3 ans, vont valoir zéro. Tu as intérêt à ce que ça aide à quelque part. Là. Ouais, exactement. Tu as raison, la puce Blackwell qui est aujourd'hui le saint Graal des puces de NVIDIA pour l'intelligence artificielle. NVIDIA veut accéder au marché chinois pour en vendre. Mais là, effectivement, tu as raison, dans 2 ans, ça va être comme ta laveuse à risque. Si on ramène ça au plancher des vaches, quelqu'un qui détient, je ne veux pas donner des conseils, mais mettons qu'on anticipe que peut-être on est dans une bulle. Je ne sais pas, moi, quoi dire aux gens qui me posent la question, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, il y a 6 mois, je disais que c'était peut-être une bulle, puis pourtant, les titres ont continué à augmenter, puis si tu n'étais pas investi là-dedans, tu as perdu beaucoup de rendement. On fait quoi quand on est un investisseur un peu prudent, peut-être, puis qu'on pense qu'il y a peut-être une bulle, mais que, Christy, à chaque trimestre, ça reprend un autre 10, 15, 20%. C'est un peu je pense qu'il faut mélangeant, non? Moi, je dis toujours, ayez le portefeuille qui vous permet de dormir sur vos 2 oreilles. Moi, c'est mon profil. J'ai un portefeuille qui me permet de dormir sur mes 2 oreilles. Je connais des gens, pas trop loin de moi, qui ont investi dans NVIDIA il y a 5 ans. Puis aujourd'hui, qui affiche un rendement de 1500%. Je veux dire, ça te finance plus qu'une rénovation de salle de bain. Ou un gazebo. Ou un gazebo. En même temps, ces gens-là qui sont autour de moi, c'est pas le cœur de leur portefeuille. Non. Ils ont un portefeuille diversifié. Puis, bon, chacun a sa propre stratégie. Je n'ai pas les papiers pour vous dire. Non, c'est ça, mais je pense que mais les gens réfléchissent à ça beaucoup. C'est drôle parce que hier, je croisais ici à TVA un photographe qui a investi dans Palantir, une des entreprises qui a profité d'une grosse croissance en bourse récemment. Il a acheté le titre de Palantir à 7 $.
Combien vaut le titre de Palantir à l'heure actuelle? 200 peut-être. Regarde, il a acheté ça à 7 $, puis le titre de Palantir est à 203 $. Puis moi, j'avais retenu ça parce que lors d'une séance photo, il y a un an et demi, il m'en avait parlé. Et là, je le crois, je lui dis, as-tu vendu? Il dit, ouais. J'ai vendu à 27. C'est ça que je te dis. Rendu à 203. Je dis, mais il ne faut pas regretter. Quand on prend la décision de vendre, on ne revient pas en arrière. Tu as multiplié par 3, par 4. Et il faut faire attention au FOMO en ce moment, au fear of missing out, cette peur de manquer le bateau, puis de perdre la carte, puis d'investir dans n'importe quoi. Toujours avoir une stratégie réfléchie. Très intéressant. Puis Olivier, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. La semaine prochaine. À plus. Ah, l'argent, ça vous angoisse? Affrontez vos peurs avec le balado Dans vos poches. Francis Gosselin brasse les idées et encaisse les faits. Une fidèle auditrice que je ne nommerai pas, puisqu'on va quand même garder un minimum de confidentialité, puis il y a aussi question d'affaires un peu personnelles, est infirmière depuis 20 ans et nous a écrit pour nous poser une question très concrète et quand même très actuelle, il me semble. D'ailleurs, on va faire écho à des variations autour de cette question-là avec nos habitués, Emmanuel et Ghislain, mais on voulait donc répondre à cette question-là avant de se lancer. Elle vit en couple depuis 4 ans et elle souhaiterait qu'à son décès, ses prestations aient à son fils et non à son conjoint de fait. Donc, elle vit en couple depuis 4 ans avec une personne avec laquelle elle n'est pas mariée et elle souhaite donc que ses prestations de retraite, son fonds de pension, soit destiné à son fils. La loi semble dire le contraire, ou du moins, elle semble trouver que c'est compliqué de réallouer tout ça. Est-ce que c'est une injustice? Est-ce que c'est un anachronisme? Est-ce que c'est simplement une protection ou un système qui est mal compris? Pour y voir un peu plus clair, j'accueille aujourd'hui Nathalie Hott, qui est chef de pratique, gestion des risques et savoir en fiscalité au Centre québécois de formation en fiscalité, qui est un partenaire stratégique de RCGT. Bonjour Nathalie. Bonjour. Le titre étant fait, on peut commencer l'échange. Disons, oui, plus en formation. Peut-être. Commençons déjà avec la base légale de tout ça. Oui. Pourquoi est-ce que la loi prévoit que le conjoint de fait a automatiquement droit au fonds de pension, alors que dans le cas, par exemple, d'un REER, on peut plus librement choisir le bénéficiaire? Dans le fond, c'est les régimes de retraite sont gérés par différentes lois. Donc, la dame ici, elle est régie par une loi spécifique sur le REGOP et les régimes publics, les régimes du Québec. Oui. Pas du Québec, les régimes du service public. Donc, le REGOP, les gens qui travaillent pour le gouvernement du Québec. D'accord. Par ailleurs, d'autres gens peuvent avoir des fonds de pension comme Hydro-Québec et autres. Là, ça, c'est une autre loi qui s'applique. D'accord. Et les conclusions ne seront pas pareilles. OK. Et là, c'est sûr c'est très compliqué, mais dans un cas, comme elle le mentionne, déjà là, en partant, on ne sait pas si c'est son conjoint de fait qui aurait droit. Parce qu'il y a une question qui n'a pas été posée. Est-ce qu'elle était déjà mariée? Si elle était mariée, est-ce qu'elle est séparée ou divorcée? Si elle est juste séparée, le conjoint de fait ne se qualifie pas. Personne ne se qualifie. Dans un cas de fonds de pension. Donc, la première question à se poser, c'est qui le conjoint qui va se qualifier et est-ce que j'ai déjà commencé à recevoir ma rente ou pas? Donc, ça encore là, ça ne sera pas les mêmes critères. Donc, quand tu dis, Nathalie, je me permets de te tutoyer, quand tu dis personne ne se qualifie, l'argent va disparaître magiquement? Dans le fond, mais puis c'est ça, effectivement. Ouais. Dans un fonds de pension, on accumule des prestations. Si on décède avant d'avoir reçu nos prestations de retraite, à ce moment-là, il y a, si on n'a pas de conjoint qui se qualifie, il y a un montant qui va aller à nos bénéficiaires ou à notre succession. C'est un montant qui représente généralement à peu près la valeur des cotisations moins plus un rendement d'intérêt. Grosso modo, c'est une valeur actuarielle. Si on a un décès après la retraite et qu'on n'a toujours pas de conjoint qui se qualifie, à ce moment-là, ça va être une valeur commuée d'une période de garantie qui est généralement 5 ou 10 ans. Donc, si on a des prestations pendant
9 ans, ben, il va rester juste une année. Donc, c'est le montant que les gens vont, la succession va recevoir. Et ça, c'est payé comme en cash? Là, en cash, et c'est imposable. Oui, c'est imposable. Ouais, c'est tu ça. devances mes questions, Nathalie. Très intéressant. Oui, donc là, le moment, donc la protection qui a été mise dans les lois sur les régimes de retraite, c'est pour permettre un certain transfert à un conjoint qui se qualifie et il est priorisé, et un décès qui survient après avoir commencé le début de retraite, la rente va se continuer à 50-60 %, dépendamment de la réglementation, au conjoint survivant, sa vie durant. Donc, c'est pas les mêmes montants. C'est pas les mêmes implications. C'est pas du tout les mêmes implications. Tu en parles, puis ça m'ouvre justement pour un peu mieux comprendre. Tu dis le conjoint survivant, là, puis là, je veux pas sonner sexiste, mais il me semble quand même qu'au moment où tout ça a été réfléchi, puis certaines de ces lois-là adoptées, du moins initialement, la disposition visait à protéger le conjoint survivant, qui était souvent une femme, souvent sans revenu, qui avait possiblement été mère, femme à la maison. Non, tu sais, je veux pas... les temps ont bien changé. Mais justement, les temps ont bien changé et les situations familiales ont beaucoup évolué. Est-ce que la logique tient toujours la route de ton point de vue? Ben, je pense qu'il y a une grande revision qui devrait être faite. Il y a eu, avec l'affaire Éric contre Lola, toute la révision de la réforme familiale. Pourquoi ça n'a pas été intégré? C'est une loi différente. Je pense qu'il faut que ça soit revu, effectivement, parce que on n'est plus du tout dans le même contexte. Parce qu'on a revu une partie, là, je sais que tu comprends ça beaucoup mieux que moi, là, de l'union familiale. Exactement, au niveau du Code civil. C'est tout récent, là, c'est tout récent, ça s'applique depuis le 29 juin 2025, un nouveau régime d'union parentale qui protège justement des familles qui vont avoir un enfant né après cette date-là. C'est des conjoints de fait qui ont un enfant. Là, ça ouvre comme un autre. Et dans les régimes... Ce qui est mon cas, soit dit en passant. Bonjour, madame. Vous voyez, dans la mécanique de ce régime-là, de ce régime d'union parentale-là, contrairement au patrimoine familial, quand on se marie, les régimes de retraite font pas partie d'un partage en cas de séparation. Donc, et c'est justement, entre autres, pour ça, parce qu'on veut protéger, pas le conjoint, on veut protéger l'enfant dans le nouveau régime d'union parentale. Tandis que dans le mariage, c'était les vieilles règles où on protégeait plus le conjoint. Bon, reprenons la question de notre auditrice, là, puis faisons quelques hypothèses. Là, tout à fait. Je la nomme pas, puis elle se reconnaîtra, mais elle est monoparentale, conjointe de fait depuis 4 ans. Admettons qu'elle est divorcée. Là. Admettons que c'est dans les règles donc la première question, elle est vraiment importante. Est-ce qu'elle est mariée ou non? Je vais faire cette hypothèse-là. Elle est divorcée. Elle est libérée. Donc, elle a un nouveau conjoint de fait. Conjoint de fait. Mais disons qu'elle habite avec. Là, je vais faire ça, c'est très simple. Et elle, donc, ce qu'elle dit dans sa question, c'est qu'elle souhaite, en fait, léguer à son fils ce qui restera. Là, puis encore une fois, différents scénarios. Selon ce que je comprends, elle n'a pas encore pris sa retraite, donc elle est toujours active. Est-ce qu'elle a vraiment légalement le moyen de faire ce transfert-là? Non, le conjoint de fait, la raison, va avoir priorité. Par contre, il n'y a rien que tu peux faire de ton vivant, là, aller cocher une case, faire il y a quelque chose qui est pour le REGA, parce que c'est pas tout à fait la même chose pour tous les autres régimes, mais le conjoint pourrait renoncer. Mais c'est lui qui doit renoncer. On ne peut pas le forcer. Ça veut dire qu'il faut avoir la conversation. Oui. Il faut avoir la conversation. 2, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut renoncer en tout temps à cette révocation-là. Ça veut dire que une fois qu'on l'a convaincu de renoncer à son droit, lui, à un moment donné, peut revenir puis dire finalement, je révoque ça, j'annule ça. Et ça, parce que c'est là pour le protéger, lui. De un. De 2, c'est certain que il y a dans le testament, la manière qu'on va faire le testament, on va essayer de réorganiser pour dire, qu'est-ce que je peux laisser d'autre? On n'est pas obligé de cibler le régime de retraite. On regarde le patrimoine dans son entier, puis on essaie de gérer les dévolutions testamentaires d'une manière à ce qu'on considère que sa vie durant, le conjoint de fait va avoir droit à ça. Puis souvent, le décès, là, on veut protéger, on a l'impression qu'on va mourir jeune, mais c'est pas le cas, je vous dirais. Et souvent, si le décès survient après la retraite,
dans ce cas-là, si on un décès plus vieux, il faut être conscient que l'enfant n'aurait rien de toute manière. Donc, de laisser ses prestations réversibles à 50% à son conjoint de fait, si on lui enlève ça, ben la succession n'aurait pas plus non plus. Donc, il faut vraiment regarder ça dans son ensemble. Il y a des façons un peu de s'organiser, mais il faut avoir une discussion. Emmanuel, on va y revenir un petit peu plus tard, mais c'est d'ailleurs le sujet là, dont tu viens nous parler aujourd'hui, le parler d'argent sans s'arracher les cheveux sur la tête. Là, on a un cas bien, sensible oui, tout à fait. Qui implique non seulement de répartir les actifs, mais aussi la mort. Aussi, parler d'argent, genre qui paye l'épicerie cette semaine, c'est une chose. Puis le REGOP, le conjoint qui va se qualifier, c'est le conjoint au moment du décès. Mais pour tous les autres fonds de pension, donc pour la majorité des Québécois, c'est le conjoint qui se qualifie au moment de la retraite. Donc, peut-être juste regarder en tête, au moment où vous prenez votre retraite, il y a une discussion à avoir là, parce qu'il pourrait aussi y avoir une renonciation. Donc, il y a des gestes à poser. Ce qui est frappant dans le cas de la question de cette dame, c'est la question éternelle des familles recomposées. Et c'est une question qui est excessivement épineuse et qui n'est pas du tout adressée ni par les lois, ni par la fiscalité, ou alors du mauvais côté. Mais effectivement, quand on se retrouve dans une famille recomposée, des couples qui sont recomposés tardivement dans leur vie, qui ont déjà des enfants, qui sont grands, qui sont adolescents, c'est des discussions qu'il faut avoir et qui sont extrêmement compliquées. Par exemple, un couple qui s'est reformé à l'âge de 45 ou 50 ans, qui a déjà fait sa vie, qui a déjà des enfants, ne voudra pas nécessairement laisser ses économies à son nouveau conjoint. Il va vouloir le laisser à ses enfants, ce qui est mon cas. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des discussions tout à fait transparentes avec ça, à ce sujet-là, avec son conjoint, parce que ça, effectivement, on voit dans le cas du REGOP à quel point ça peut être délicat. C'est une partie importante de son patrimoine. Par contre, puis je pense dans la question que j'avais lue, la dame demandait, si je sors du fonds de pension, ce qui n'est pas toujours possible de toute manière, mais si je le fais, ces règles-là suivent. Ces règles-là suivent. Donc, ça donne rien de sortir pour s'empêcher ces règles-là. Là, on crée un autre problème. Dans le fond, moi, je pense que l'idéal, c'est vraiment... Puis dans des familles... Comme les règles sont tellement différentes dans les lois, dépendamment si... il y a aussi les lois fédérales. Donc, si je travaille dans une banque, dans une compagnie aérienne, à ce moment-là, c'est des règles complètement différentes qui s'appliquent, qui sont vraiment, là... ils ne se parlent pas du tout. Une des raisons des réformes pourrait être ça, d'un peu plus se parler, parce qu'on peut se ramasser dans une situation où j'ai un nouveau conjoint, il travaille dans une banque, moi je travaillais infirmière, mais là, lui aussi, il y a un fonds de pension, mais ça ne va pas à la même personne, dépendamment de ce qui... Donc, il y a beaucoup de questions. L'idée, c'est d'y voir clair, de se faire un bilan de tous ses avoirs, de dire, OK, souvent, avec son conjoint, on va planifier le travail, la retraite, le futur. On va souvent laisser un petit quelque chose. Donc, si on considère ça dans nos volontés testamentaires, on peut réajuster le tir en ayant des discussions, en disant, regarde, toi, tu vas avoir une rente réversible là, à 50%, ma vie durant, ça vaut quand même beaucoup de sous. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser autrement pour autre chose? Oui, puis évidemment, Ghislain, en matière d'immobilier, c'est plus simple. Hein? On dit à qui on donne, puis exactement. Fin de l'histoire, hein? On n'a qu'à passer chez le notaire. Oui, puis on va avoir un sujet tantôt, justement avec les conjoints de fait et l'immobilier. Conjoint de fait, c'est ça. Puis c'est l'immobilier, puis c'est les fonds de pension, parce que conjoint de fait, les gens souvent vont nous dire... garde, on ne déménagera pas ensemble, on va rester séparés, comme ça, on ne sera pas conjoints de fait, puis on va le voir tantôt. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je termine, Nathalie, en te demandant, parce que là, tu es avec nous, je trouve qu'on est très privilégié d'avoir Nathalie Hott pour répondre à ces questions-là. En même temps, je peux mettre ton numéro de téléphone à l'écran, mais si 2 millions de Québécois t'appellent demain, mettons que notre auditrice voulait avoir un accompagnement ou voir justement toutes les hypothèses qu'on a faites, je les ai faites, mais mettons qu'elle veut voir son cas particulier à elle. Vers qui est-ce qu'on se tourne? Là? Un fiscaliste, un comptable, un notaire, un avocat? J'ai l'impression que c'est compliqué. C'est bien du monde là, qui ont des parties de la réponse de tout ça. Toi, on est dans un domaine, on est dans un domaine juridique. Donc, c'est certain que la première recommandation, c'est d'aller voir un juriste, un notaire, avocat qui
connaît les fonds de pension. Donc, il faut tous les poser la notaires question. sont pas, puis j'aime beaucoup les notaires, mais tous les notaires n'ont pas nécessairement cette maîtrise très fine de chacun des régimes. Mais c'est normal. Toutes les pratiques, les fiscalistes n'ont pas la maîtrise non plus de tous les domaines. Les comptables, c'est la même chose pour les juristes. Donc, il faut poser la question. Dans le cas des notaires qui vont faire une pratique au niveau testamentaire, ils vont sûrement avoir un peu plus de réflexes. Par contre, il faut demander souvent les notaires, quand on arrive dans une situation un peu plus complexe ou que la personne n'a pas cette information-là, elle va souvent s'adjoindre les actuaires ou un administrateur de régime de retraite. Il y a des gens qui accompagnent les notaires pour faire des évaluations, pour les aider dans la réflexion. Donc, l'idéal, c'est le meilleur mix, là, c'est le juriste notaire avec un actuaire qui connaît bien les règles. Ouais. Sounds expensive. Non, pas tant. Non. Pas des milliers, non, parce des que c'est des dollars, pratiques, c'est sûr que nous, c'est difficile à expliquer parce qu'il y a tellement de règles différentes, mais ceux qui en font beaucoup vont tout de suite avoir des idées. Donc, c'est une discussion à avoir. La première discussion peut être aussi avec son planificateur financier. C'est un sujet en planification financière qu'on couvre. Un des 7 domaines de nos 7 domaines, c'est ça, ouais. exactement. Donc, les premières questions peuvent aller à ce niveau-là, mais si on veut planifier, surtout en cas de décès, il faut vraiment aller avec son notaire. Vraiment très intéressant tout ça, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous, puis j'espère que l'auditrice qui se reconnaîtra sera satisfaite là, qu'on ait élaboré longuement sur ce cas très particulier, mais que je pense qu'il touche énormément de familles. Puis d'ailleurs, je souhaitais qu'on commence notre rencontre avec toi aujourd'hui, Nathalie, parce qu'on va parler de couple tout au long de l'émission, de conjoints de fait, de parler d'argent, d'immobilier. Donc là, on a un cas particulier, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des cas particuliers en matière de gestion, de l'héritage, de l'avoir. Puis plus aujourd'hui que jamais, justement parce que les familles recomposées, parce que les statuts de la famille, la protection des enfants. Donc, on n'est plus dans les années 60, j'ai envie de dire, où on fait toute notre vie à la même place avec la même personne. Puis, tout à fait. Donc, je vais vous écouter. Oui, merci beaucoup, Nathalie. C'est un plaisir de t'avoir accueilli. Merci de l'invitation. Je rappelle, évidemment, pour ceux qui nous ont écoutés, que tu es chef de pratique, gestion des risques et savoir en fiscalité au Centre québécois de formation en fiscalité, qui est un partenaire stratégique là, de Raymond Chabot, Grant Thornton. Donc, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Dans vos poches. Dans un article récent, l'ami Ghislain met en lumière une réalité de plus en plus fréquente. Un couple peut très bien être amoureux, mais sur le plan fiscal et immobilier, se retrouver face à des défis inattendus, n'est-ce pas, Ghislain? Oui. De la désignation de la résidence principale à l'effet des revenus combinés, le sentiment d'indépendance, le petit d'aménagement. Évidemment, on ne juge pas, chacun sa réalité. Certains ont des préférences carrément géographiques. Là. Je n'habiterai jamais à Laval ou je ne sais trop quoi. Là, chacun ses croyances. Et donc, Ghislain, on en parle justement pour explorer un petit peu ça, là, amour, immobilier, fiscalité. Là, mettons qu'on résume ta chronique à ces 3 dimensions-là. Tu rappelles qu'un couple peut désigner une seule résidence principale par année. Ça a des implications, évidemment, au moment de la revente éventuelle et tout ça. C'est quoi un peu les déclencheurs qui amènent un couple à se retrouver dans cette situation-là? Bien, souvent, puis probablement vous en avez vous aussi dans vos familles, vous avez des couples séparés qui ont décidé de se remettre ensemble avec un nouveau conjoint. Puis l'exemple que j'ai dans mon article, c'est Lise et Martin. Lise demeure à Laval et Martin demeure dans les Laurentides à 120 km. Et ils ont décidé de garder chacun leur maison séparée. Et c'est un choix de vie. Chacun aime leur maison. Les enfants sont à Laval. L'autre est dans les Laurentides. Et qu'est-ce que ça fait? On en voit beaucoup. Il y a 1,5 million de Canadiens qui vivent ensemble, mais séparés. Okay? Les anglophones disent « living apart together ». J'adore. Oui, exactement. J'aime beaucoup cette expression-là. Ouais. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a un côté fiscal aussi là-dedans parce que tu as le droit de déclarer par couple seulement une maison, tu as une exemption de gain en capital. Mais là, est-ce que la personne qui reste à Laval la semaine, les deux qui restent à Laval la semaine et qui s'en vont dans les Laurentides la fin de semaine, est-ce qu'ils sont conjoints de fait? Ils sont pas mariés, mais est-ce qu'ils sont conjoints de fait?
C'est ça la question. Ma compréhension, c'est que oui, là, mais justement, explique-nous un petit peu comment c'est déterminé. C'est déterminé quand ça fait plus de le côté fiscal, quand ça fait plus de 12 mois que tu demeures ensemble à 7 jours semaine, parce que les autres demeurent ensemble, mais pas dans la même résidence. Comme, on va dire, le chalet qui est dans Laurentides. C'est la propriété de madame, la propriété de monsieur. Il y en a un qui est résidence principale, l'autre qui est résidence secondaire. Ou si tu as un enfant, ben là, c'est automatiquement tes conjoints de fait. Mais Ensemble, oui, exactement. Oui, exactement. Parce que des fois, tu as un enfant d'un autre qui n'est pas nécessairement... Mais tu sais, je veux pas inciter quiconque, mais qui vérifie ça, tu sais? Le fils va le vérifier. Quoi, ils vont venir checker s'il y a 2 voitures dans l'entrée? Peut-être que moi, j'ai pas été vérifié là-dessus parce que je suis marié. Ouais. Peut-être qu'on est capable de... Tu peux m'aider avec la question? Non. Non? Non. Je sais pas comment ils sont capables de vérifier ça, parce que je sais que dans le rapport d'impôt, tu as une coche à cocher qui est volontaire, que tu le déclares là-dessus. Tu voulais mentir, puis encore une fois, j'incite personne à le faire, mais parce que, puis bon, ma question est même un peu plus précise que ça. Tu sais, on a tous été dans des débuts de relation à un moment donné. Toi, ça fait peut-être longtemps, là, mais tu sais, les premiers 3 mois, les premiers 6 mois, des fois la première année, selon, tu sais, surtout pour des adultes là, qui se retrouveraient à 40 ans, c'est pas tout à fait évident là, que c'est, tu peux passer 3-4 jours séparés, puis là, être ensemble. Tu sais, c'est pas le jour 1, tu vas souper, tu vas au cinéma. Tu déclares ça dans ton... Puis là, soudainement, tu vis ensemble 7 jours par semaine. Tu vois, je veux dire, c'est... Donc, à quel moment que le compteur part? C'est un peu ça ma question. Surtout quand tu as 2 maisons. Donc, ultimement, on dirait que ça complexifie un petit peu la situation. Il y a des avantages d'aller le déclarer, que tes conjoints te fait, mais il y a des désavantages aussi, parce que là, quand tu le déclares, tu additionnes tes 2 revenus, donc tu as moins de crédit, crédit d'impôt que tu as accès. Mais quand surtout quand tu es retraité, tu as plus d'avantages quand tu es déclaré. Et surtout pour les REER. Du revenu. Oui, je comprends. Et puis j'imagine au moment de la vente, il y a l'exemption pour le gain en capital. Donc tu ne peux qualifier, il n'y a qu'une seule résidence principale qui se qualifie, c'est ça? Exactement. Donc, tu ne peux pas avoir 2 résidences principales. Tu ne peux pas avoir deux résidences, résidences principales. Puis ça, c'est un gros impact sur l'impôt, là, parce que si tu as fait un gain, par exemple, sur ta maison de 300 000, tu es imposé à 50 %, donc c'est 150 000 qui est rajouté sur ton salaire. Tu vas payer des dizaines de milliers de dollars d'impôts. C'est de l'argent, là. C'est pour ça que les gens ont tendance à dire « Ah, moi, je reste chacun dans ma maison. » Oui, ben j'ai lu un peu, là, puis j'ai lu ton article, mais après ça, j'ai quand même un peu fouillé. Évidemment, naturellement, je pense que l'intuition première, c'est probablement de choisir la maison la plus chère des 2 ou celle qui a eu le plus grand gain en capital des 2. La valeur qui a augmenté. C'est ça, exactement. Ouais. Après, la question que j'avais, puis j'ai pas réussi à trouver la réponse, puis il faudrait quasiment peut-être parler à un fiscaliste, mais tu as peut-être abordé ça. Les maisons là, des 2 membres du couple, là, ils les ont pas achetées la veille de se rencontrer. Là. Possiblement que ça fait 20 ans qu'ils ont la maison, chacun de leur bord. C'était leur résidence principale. Là, ils se mettent ensemble à 48 ans. Là, est-ce qu'on perd l'exemption des 20 premières années? Tu sais ce que je veux dire? Oui, exactement. Mettons que tu avances 5 ans plus tard, là, tu perds quand même pas 20 ans. Non, tu perds pas. Mais comment tu détermines la valeur? La façon qui est faite dans le marché, c'est qu'il doit y avoir une évaluation de la valeur marchande quand le couple va rassembler ensemble et qu'ils font une décision de dire, OK, on met cette maison-là, par exemple, en résidence principale. Fait que là, souvent, les gens oublient de faire ça. Qui va aller faire une évaluation de sa valeur marchande? Payer 500-600 $, un évaluateur. Pour le faire. Fait que là, j'ai un cas, justement, cette semaine qui m'est arrivé. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la personne a oublié de son condo d'aller faire l'évaluation de valeur marchande et elle a augmenté de 486 000 en dedans de quelques années, depuis 2017. Et là, il dit, je fais quoi? Mais là, il dit, tu peux retourner voir un évaluateur agréé. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner en arrière. Faire comme rétroactivement. Exactement. Puis lui, ça s'est passé en 2023. Fait qu'en 2023, il va dire, OK, la valeur de ta maison était de
tel montant, et c'est ce rapport-là que tu vas donner au fisc. Parce que tu veux pas que le fisc décide pour toi. T'es mieux d'avoir le rapport officiel. Non, tu veux pas effectivement que le fisc décide pour toi. Non, exact. C'est quand même... non, c'est ça. Mais donc, c'est intéressant quand même comme situation, tout ça, parce que ça fait émerger plein de petites précautions à prendre, que quand t'es dans ton espèce de lune de miel, que waouh, on se fait des bisous dans le cou, puis tu sais... non, mais tu vois, il faudrait faire venir une évaluation pour déterminer c'est quoi la résidence. Mais ça s'applique aussi pour... Tu décides de prendre ta maison, tu décides de louer un bachelor au sous-sol. Ouais. Là, tu as un changement d'usage de la maison. Tu décides de prendre par exemple... Une propriété à revenu. Une propriété à revenu partiel, ou tu as une propriété complète, tu décides de n'acheter un autre, tu la gardes. Tu as un changement d'usage, il faut qu'il y ait une évaluation dans la marché. Je ferais quand même l'hypothèse, là, puis tu sais, c'est une règle du pouce, puis il faut voir des experts, puis tout ça, mais que si vous vous mettez en couple avec quelqu'un, puis que vous avez 2 propriétés d'à peu près la même valeur, c'est celle qui a été achetée il y a le plus longtemps. Parce que là, on disait, parce qu'ultimement, c'est sûr que si tu as acheté il y a 20 ans, parce que si tu as acheté il y a 5 ans, il y a de bonnes chances que l'augmentation de la valeur est beaucoup plus grande. Mais encore une fois, bon, il n'y a pas que ça. Hein, puis tu mentionnes dans l'article qu'évidemment, bon, le fait de se mettre comme conjoint de fait, il y a des avantages fiscaux à tout ça. Y a-tu des choses qu'il faut éviter de faire, ou y a-tu comme des mythes autour des conjoints de fait, des propriétés? Là? Est-ce que les propriétés sont pas réputées appartenir aux deux? Là? Je veux dire, c'est encore ce qui est chacun a sa propriété. Ouais. Parce que quand on arrive puis qu'on décide d'être conjoint de fait, ben tu as le statu quo, tu gardes jusqu'à temps que tu te fasses prendre par le fisc, tu gardes les 2 maisons. Tu peux aussi dire, on vend une des maisons ou on garde une maison qui va être qualifiée de secondaire. Et là, t'as un changement fiscal qui va y arriver. Mais si tu fais la vente de la maison, ben, tu essaies de la faire avant de décider de devenir conjoint de fait. Fait que là, tu as une exemption de gain capital, donc tu n'as pas d'impôt à payer là-dessus. Mais puis là, tu sais, je veux juste comme creuser pour être un peu fatigant, mais celui qui paye éventuellement le gain capital, c'est le propriétaire. Oui. Fait que là, t'es conjoint de fait, fait que peut-être que tu mets tes sous en commun, mais mettons que c'est monsieur qu'on décide que c'est lui qui a la résidence secondaire, c'est juste lui qui va payer l'impôt sur le gain capital, alors que possiblement les 2 propriétés sont utilisées à part égale, entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont les résidences principales. Fait qu'il faut parler de ça, là, de l'impôt. C'est ça, il faut tailler une entente avec ta conjointe pour être capable de dire, bon, on fait quoi, là? Oui, c'est bien beau de dire, c'est ma maison dans les Laurentides, par exemple, pour notre cas, Martin, c'est sa maison dans les Laurentides qui devient la résidence secondaire. Mais quand il va revendre, il va avoir de l'impôt à payer. Juste là. Lui. Parce que c'est lui le propriétaire. C'est juste lui. L'autre n'est pas propriétaire dessus. Comme tu dis, ça ne change pas rien au registre foncier puis à la propriété des actifs, la maison. À moins qu'il décide de dire, OK, je te vends la moitié de la maison. Mais là, il faut aller au notaire. Il y a de l'argent qui est échangé. Il y a des opérations à faire. Mais le meilleur moyen, c'est de dire, OK, c'est ta maison, je vais avoir de l'impôt à payer, mais tu vas en payer la moitié aussi. Fait que ça, on appelle ça la discussion de couple. Les préliminaires, mesdames et messieurs, comme on les aime, n'est-ce pas? Et parlant de préliminaires, en fait, tout ça, ça nous emmène un peu à Emmanuel. je fais de l'humour de bottine. Ça nous amène à ton sujet, Emmanuel, qui était de parler d'argent dans le couple. Et j'adore ce sujet-là. Tu peux t'imaginer. C'est un très beau sujet. Puis là, tu sais, je vous poserai un peu la question aux deux, peut-être pour faire le pont. Je te pose la question à toi, Emmanuel. Tu es la conseillère de Martin et Lise. Mais comment on initie ces conversations-là dans un couple? On est ensemble, ça fait 1 an, là, c'est le fun, on s'aime, on va voir, on fait des voyages. Mais à un moment donné, il faut parler des choses un peu plus plates. Est-ce qu'il y a comme une bonne manière d'approcher ça ensemble? Beaucoup de vin. Je suis pas sûr, moi, que je ferais ça après une bouteille. Je le ferais plutôt avant la bouteille. Moi, ça serait le voyage. Un voyage dans le sud, on prend 7 jours. Regarde ce beau coucher de soleil. Au fait, je voulais te parler de gain en capital. C'est ça. Ici, oui. Mais moi, ce qui me frappe dans le cas que vient d'évoquer Ghislain, c'est quand
l'impôt se mêle d'émotions. Oui, bien sûr. Finalement, on parle d'amour et puis on parle de fiscalité, donc c'est sûr que ça finit mal. Parce qu'en plus, tu parlais tout à l'heure, tu sais, fiscalement, on est conjoint de fait au bout de 12 mois de cohabitation, il faut cocher la case. Mais par exemple, c'est arrivé à une de mes amies, elle a rencontré quelqu'un, c'était merveilleux, tout feu, tout flamme, ils ont déménagé ensemble, ils ont habité ensemble 1 an et demi. Donc, suffisamment pour cocher la case de conjoint de fait, mais ils se sont séparés. Donc là, il y a eu une demi-année où ils étaient moitié conjoint de fait, moitié célibataire. C'est ça. Ouais. Donc, au niveau fiscal, ça crée des imbroglios. Et puis, la fiscalité tient pas compte des émotions. Ben, remarquez, c'est son boulot, là. Mais quand même, ça fait des conversations qui sont vraiment pénibles. Et l'amour et l'argent, ça fait rarement beau ménage. Et la fiscalité encore moins. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de méthodes. Bon, la bouteille de vin, etc., le bouquet de roses, etc. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière les discussions d'argent, il y a souvent des éléments qui sont sous-jacents. Quand on parle d'argent, en fait, on ne fait pas que parler d'argent. On parle souvent, on va parler de notre anxiété par rapport à l'argent. Notre insécurité. Oui, notre insécurité. Ça, on peut faire du déni, on peut être frustré. Il y a des cas, par exemple... On peut avoir peur. Peur de manquer d'argent. Ça peut être... tu sais, moi, je ne veux pas vous révéler trop de ma vie, mais... Non, mais tu sais, du moins, quand on s'est rencontrés, moi, je venais d'une famille, d'un père, notamment, qui était très dépensier. Puis c'était comme ça, on vivait large chez nous, mais tu sais, qui a fini sa vie plus modestement. Oui. À l'inverse, la famille de ma blonde, c'est comme, tu sais, l'épargne, puis tu sais, vraiment, là, puis tu sais, ses parents vivent aujourd'hui très, très, très bien leur retraite, tu sais, puis c'était comme vraiment rat des villes et rat des champs, là, tu sais, on était comme aux opposés, puis là, au final, tu sais, parler d'argent, pour nous, c'était parler de nos valeurs, là, c'était parler de qui on est, d'où on venait, tu sais, donc c'est ça, on vient aussi avec notre propre bagage, notre histoire familiale, des gens qui ont vécu, par exemple, dans des foyers où on économise de l'argent, on a des valeurs d'épargne, d'autres où on est plus dépensier, la cigale et la fourmi. Des gens je me suis amadoué, puis je pense qu'elle s'est un peu enthousiasmée. Là. On s'est retrouvés au milieu. Tout le monde, mais je t'avouerais que moi, la première voiture sport que je me suis achetée, il fallait comme pas l'emmener dans la belle famille. Là, d'accord, pour ainsi dire. Donc, vous louiez une Toyota... Non, mais on avait aussi une voiture normale. Puis moi, j'ai longtemps dit à la blague, puis j'y crois toujours un peu à moitié, mais que j'achetais des voitures comme des investissements. Oui, là, bon, puis là, c'est une bonne façon de passer. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, mais là, après, vite, c'était comme, non, une voiture, c'est pas un investissement. Non, mais vous allez voir, ça va prendre de la valeur. Bref, tout ça pour dire qu'il y a tout un registre de valeurs là, autour de la conversation financière. Oui, parce que il y a notre bagage familial, donc on peut venir aussi d'une famille où il y a eu des problématiques d'endettement, par exemple, donc la personne est traumatisée par rapport à l'argent, ou alors avec sa propre histoire, si on a eu un couple auparavant ou avec des histoires financières compliquées. Donc, tout ça, ça vient plomber vraiment les discussions. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une discussion très ouverte et très transparente, en fait, idéalement, dès qu'on commence à vivre ensemble. Parce qu'il vaut mieux en parler quand ça va bien que quand ça va mal. C'est toujours pareil. C'est comme les conventions de vie commune, c'est pareil. Il faut le faire au début de la relation parce qu'après... Mais donc, avoir des discussions ouvertes, très transparentes, et puis surtout, comme le dit l'auteur avec qui j'ai fait une entrevue pour cet article-là, donc qui s'appelle Véronique Johannis, qui a écrit ce bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle Les secrets de la psychologie de l'argent. Elle dit qu'il faut faire preuve d'empathie financière. D'empathie financière. D'empathie financière. Il faut être empathique vis-à-vis de son conjoint ou sa conjointe par rapport à son histoire, à son passé, son bagage. Parce que tout ça, ça témoigne en fait de traumatisme ou d'une expérience particulière et puis qui va teinter notre rapport à l'argent. À tous les niveaux de revenus, hein, soit dit en passant. Même absolument. Les gens très riches ont des traumatismes de la foi où on n'a pas pu... Parce que tu pars pas, du même endroit. Puis souvent, quand tu rencontres une personne, elle n'est pas au même endroit que toi non plus. Là. J'aurais quand même envie de dire, puis là, c'est peut-être l'économiste un peu bizarre qui parle, mais tu sais, je trouve que, bon, il y a toujours la flamme du début, là, bon, on s'aime, là, puis c'est la passion, puis je trouve qu'un couple, ça se bâtit aussi souvent, justement, quand on révèle un peu plus, à un moment donné, peut-être un peu plus tard, les vulnérabilités, c'est comme ça qu'on bâtit, il me semble, plus, là. Et l'argent, ça en fait partie, là, tu sais, parler de ça, mais il y a quand même des manières d'aborder le sujet, parce que ça peut fâcher aussi rapidement. Oui, ça peut dégénérer facilement, mais justement, c'est pour ça que d'abord, la première chose qu'on devrait faire, c'est comprendre
se connaître soi-même, comprendre nos propres valeurs par rapport à l'argent, notre histoire personnelle, est-ce qu'on est anxieux, est-ce que par exemple un des conjoints peut avoir un fonds de pension pour sa retraite payé par son employeur, l'autre pas, donc c'est sûr qu'il y a une personne qui va être plus anxieuse, qui va devoir épargner davantage pour sa retraite, alors que l'autre aura plus de marge de manœuvre financière. Donc il faut d'abord être se connaître soi-même, comprendre notre vision de l'argent, et après ça avoir une discussion transparente avec son conjoint de façon à mettre tout ça à plat. Une fois qu'on a fait ça, idéalement, on fait un budget, mais individuel. Chacun fait un budget de son côté pour savoir quels sont l'argent qu'on gagne, les dépenses qu'on doit payer et combien il reste dans nos poches. Ensuite, on met tout ça ensemble, on s'assied autour de la table pour faire un budget familial. Et c'est là que la discussion devient intéressante. Je t'écoute, Emmanuel, puis nous, bon, c'est pas exactement comme ça qu'on le fait chez moi, puis je sais pas, vous, d'ailleurs, vous êtes aussi dans des relations, mais à t'écouter, j'ai quasiment le sentiment que c'est une affaire qu'on pourrait imaginer faire avec un tiers, tu sais, avec un coach ou avec un thérapeute pour reprendre la psychologie de l'argent. Non, mais tu sais, d'avoir quelqu'un, je sais pas si c'est un comptable ou un ami qui est bon en finance. Un conseiller financier, de dire, voici un template déjà pour faire, parce que sinon, si tu dis faites un budget, chacun va faire ça un peu n'importe comment. Oui, c'est vrai. Tout le monde n'aura pas la même formule. Puis ensuite, comme tu dis, la mise en commun, la conversation. Oui, et c'est là. Mais effectivement, c'est un bon point que tu soulèves là. Des fois, discuter avec un tiers, qui va servir de médiateur, planificateur financier, un conseiller financier ou même un ami de la famille qui est neutre ou qui est capable d'aborder ces sujets-là avec neutralité. Dans mon cas, qu'est-ce qu'on a fait avec la famille? On a été avec notre planificateur financier et pour préparer le testament, la retraite, on a fait une rencontre avec les 3 enfants, ma conjointe et moi. Et on a mis carte sur table, voici qu'est-ce que vous allez avoir, voici qu'est-ce qui va se passer. Oui. Et le planificateur financier est avec nous pour nous accompagner dans ce travail-là. Les enfants ont adoré. C'est une très bonne idée. Ouais, les enfants ont adoré. Puis comme ça, c'est très clair aussi au niveau du testament. Chacun sait qui va recevoir quoi. Ça permet vraiment de clarifier les conversations. Et puis, il faut se rappeler dans un couple et de façon générale, l'argent, c'est un outil qui est un outil qu'on doit utiliser pour réaliser nos projets de couple, nos projets familiaux, et qui doit aussi servir à préserver l'autonomie financière de chaque conjoint. Donc c'est ça, il ne faut pas essayer de ne pas voir l'argent comme un enjeu, mais comme un outil. Ça va faciliter la discussion, éviter de juger l'autre, parce que ça va mal tourner. Et puis, donc je parlais de budget familial tout à l'heure, mais c'est à partir de là aussi qu'il faut réfléchir à des façons de partager les dépenses, justement. Alors, est-ce qu'on paye moitié-moitié? Moitié-moitié, ça marche bien, enfin, à peu près bien quand les salaires sont à peu près, quand les revenus sont à peu près identiques, mais dès qu'il y a un écart, il vaut mieux s'en remettre au prorata des revenus, mais là encore, c'est pas la panacée. Ouais, on en avait, c'est drôle, on avait effleuré le sujet il y a quelques épisodes, puis j'ai des amis là, que je salue, là, je veux dire C et M, ils se reconnaîtront. Bonjour C et M. Et qui me disait, bon, qu'il avait écouté le balado dans l'auto, puis qui en avait parlé. Puis bon, je pense que c'est un sujet qui touche à peu près tout le monde qui est dans une relation. Puis bon, on est tous éventuellement en relation. Comment on répartit les dépenses? Et puis ça, c'est un sujet, tu dis parler d'argent, ça fâche, mais je trouve que ça en particulier, puis tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme autant de variations qu'il y a de monde, là, mais tu dis au prorata, tu sais, mais bon, moi, j'ai une réflexion notamment là-dessus. Par exemple, sur la résidence principale, ben, il y a une appréciation, il y aura un gain éventuellement qu'on va sûrement se répartir moitié-moitié, j'imagine. Oui, exact. Comment ça se fait que tu payes 2 tiers, 1 tiers, mais que le gain en capital est moitié? Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que moi, souvent, la propriété, c'est une chose, puis l'épicerie, tu sais, fait que là, ça fait des calculs. Mais qu'est-ce qui est injuste, c'est de faire payer. Souvent, je vois ça dans mes rencontres, la conjointe va payer l'épicerie, les factures de téléphone, etc., le câble, puis le mari va payer les factures d'hypothèque, puis tout seul sur l'hypothèque. Ça fait 600 $, 4 000 $. Oui, donc ça marche pas. Mais il lui reste. En fait, c'est là qu'il faut être créatif. Et puis, on peut adopter des modèles hybrides aussi. On peut, par exemple, payer 50-50 l'hypothèque, 50-50 la voiture. Et puis après ça, au prorata des revenus ou des charges familiales, ça, c'est une autre option. Là, ça, des fois, c'est les voitures. Si chacun a sa voiture, puis là, il y en a un qui a une Mercedes, puis l'autre qui a une Honda Civic. Puis toi, tu as une auto de sport. Puis moi, j'ai mon auto sport, mais qui en fait, qui garde sa valeur. C'est ça, c'est un investissement. On a
bien retenu l'argument. Je blague toujours avec ça, mais c'est vrai qu'il y a certains véhicules, notamment, surtout si tu achètes des vieux véhicules qui se déprécient pas. C'est ça, c'est des objets de collection. As-tu envie de parler avec ta blonde de dépréciation automobile? Je pense pas, non. Non, mais en tout cas, c'est ce que je veux dire, parce qu'il y a des modèles qui se déprécient plus que d'autres. Puis, une fois qu'on a tiré les grandes lignes, une fois qu'on a trouvé un modèle qui fonctionne pour nous, ben, on peut, après ça, on ne sera pas obligé de faire des calculs tous les mois. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que des fois, les choses évoluent. Un enfant arrive dans le décor, on peut perdre son emploi. Je pense que je vais vous embaucher. Vous deux, non, mais nous, on vient d'avoir un enfant, fait que temporairement, il y a la RQAP. Puis là, moi, j'ai pris juste comme 2 mois et demi d'RQAP, ma blonde 8 mois. Fait que là, tu sais, c'est au prorata de quoi, de camp. Puis là, tu sais, ça débalance. En plus, on a déménagé, notre paiement hypothécaire a changé. As-tu besoin d'un médiateur? Non, ça va très bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Je veux dire quand même à ma défense, puis peut-être parce que j'en fais mon métier, comme vous, je pense, mais j'ai souvent l'opportunité de discuter de ça avec madame, puis ça se passe généralement très bien parce que justement, on en parle beaucoup. C'est un sujet qu'on quasiment chaque semaine, il y a des nouvelles affaires. Mais c'est tabou dans plusieurs familles, l'argent. Effectivement, mais... Ça devrait pas être un sujet tabou. Puis moi, ce que je recommande aux gens qui démarrent en couple, c'est justement parler de ça et si possible, parlez-en avant d'habiter ensemble parce que des fois, on a des sapristies de drôles de surprises. Trop endetté. Trop endetté ou alors quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision de l'argent que nous, quelqu'un de très dépensier ou quelqu'un qui considère que, oh ben non, c'est pas nécessaire d'acheter une propriété alors que pour toi c'est important. Ou alors quelqu'un pour qui il faut acheter une propriété mais on va rembourser l'hypothèque le plus rapidement possible. Parce qu'on veut pas avoir de dette. Oui, c'est ça. Alors que le rapport aux dettes, on se serre la ceinture au maximum. C'est arrivé à quelqu'un que je connaissais, puis ça finit par briser leur couple. La maison était payée parce qu'ils ne sont pas allés au restaurant pendant 5 ans, ils ne sont pas partis en vacances, ils se sont serrés la ceinture. Ils n'ont rien fait. Puis au bout de 5 ans, ils sont séparés parce qu'ils n'en pouvaient plus. Voilà. Non, c'est pas évident. J'encourage pas les gens à avoir des dettes, mais tu sais, l'effet de levier, puis justement diversifier un peu la vie, quoi. Ça fait aussi partie des conversations et des réflexions. Merci beaucoup à vous deux. J'aurais l'impression qu'on aurait pu faire plus long, mais bon, malheureusement, c'est aussi ce qui fait l'art du balado. Il faut savoir se contraindre. Si vous avez des questions à la maison, si vous voulez réagir, c'est quoi votre arrangement familial? Est-ce que vous parlez suffisamment d'argent dans votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe? Est-ce que vous en parlez avec vos enfants, comme Ghislaine disait? Moi-même, je suis... mon oncle n'a pas d'enfant, puis plusieurs fois dans les 10-15 dernières années, il m'a un peu expliqué ce qui se passerait si, puis comment. Parce qu'à un moment donné, on a des vies parfois financières complexes. Puis moi, demain matin, si je mourrais, Christy, il y a des comptes dans 4 institutions, puis des notaires, puis puis j'ai une assurance. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui a comme une vague compréhension de l'arrangement, ça aide à transférer les actifs. Donc bref, si vous avez des commentaires ou des recommandations là-dessus, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez m'écrire à moi personnellement, francis.gosselin@quebecoismedia.com. Je vous lis. Sinon, je salue l'équipe en studio, Phil Séguin, Jeff Bérard. Merci les gars d'être là pour nous à chaque semaine. Si ça vous intéresse de lancer votre petit projet ou grand projet de balado, de radio, vous pouvez écrire à pub@cube.ca pour nous joindre. Sinon, le balado est disponible en vidéo et en audio sur l'application cube.ca, ainsi que sur toutes les plateformes, Apple, Spotify, est-ce qu'il y en a d'autres? YouTube, évidemment. YouTube, je l'oubliais presque. Vous pouvez aussi commenter sur YouTube. Je vous lis. Et finalement, Dans vos poches est diffusé à la radio et à la télé sur la chaîne Cube les samedis à 7h et le dimanche à 10h. À bientôt pour un prochain épisode.